Si vous avez atterri ici, c'est que vous êtes intéressé de près ou de loin par les métiers du test. Peut-être que vous travaillez dans la tech, peut-être que vous pensez à vous reconvertir ou peut-être que vous êtes simplement intrigué par un métier qui est peu connu du grand public, mais qui devient de plus en plus incontournable. Au sein de la tech même, on entend beaucoup de choses sur le métier d'analyste qualité. Mais quelle est la réalité de ce métier ? Les testeurs sont-ils les ennemis ou les alliés des développeurs ? Est-ce que c'est réellement un métier qui ne discrimine pas ? Combien ça gagne ? Quelles sont les possibilités d'évolution ? Dans Calisti, je tenterai de vulgariser toutes les questions liées au métier d'analyste qualité, et tout ça avec des invités incroyables. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Alors déjà, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je vais revenir sur mon parcours professionnel et ce qui m'a amené au test logiciel. Ce sera l'occasion pour vous qui écoutez cet épisode de connaître un petit peu plus la voix qui est derrière ce podcast. Bon, je pense que ça va être un petit épisode, mais qui permettra peut-être aux personnes qui se posent la question d'avoir un peu plus d'informations sur comment on devient QA. Donc je vais commencer par mes études. J'ai fait un master en management d'hôtellerie-restauration à vocation internationale, donc le nom complet, donc un master en management hôtelier. Ça m'intéressait beaucoup et à l'origine, j'étais partie vers l'hôtellerie-restauration parce que j'adore manger. Vraiment, c'est une passion. Découvrir de nouveaux restos, c'est vraiment une passion. Donc, je voulais partir là-dedans et puis quand j'étais au collège déjà, je pensais à devenir pâtissière. Les parents m'ont dit, non mais tu continues, tu passes ton bac et puis on verra ensuite. Donc, je fais un bac ES. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. J'ai terminé mon bac et puis j'avais toujours envie. Et mes parents m'ont dit d'accord, dans ce cas-là, tu vas faire une école hôtelière. Très bien. Donc, j'ai été en école hôtelière. Je me suis rendu compte que la pâtisserie, la cuisine en général, c'était pas forcément ce que j'aimais le plus. En tout cas, y être. Et qu'effectivement, ma préférence allait plutôt de l'autre côté, donc au niveau de la salle. La partie hôtellerie était assez intéressante, mais vraiment, je me voyais plus dans la bouffe, quoi. Donc, je me suis dit, dans ce cas-là, on va continuer plutôt vers les métiers de salle. Donc, j'ai continué là-dedans, et puis après avoir bossé un petit peu à gauche, à droite, dans des hôtels, dans des restaurants, je me suis dit, je vais peut-être pas faire ça pendant 40 ans. Ça risque d'être un peu long, c'est hyper fatigant, ce sont des métiers passion, vraiment, qui ne sont pas forcément bien payés, où on est toujours en décalage par rapport aux autres personnes en fait, de notre entourage, qui ne travaillent pas là-dedans. Donc je me suis dit, il y a quand même pas mal de contraintes, je vais peut-être pas rester là-dedans très longtemps. Donc, j'aurais pu arrêter après le BTS, du coup c'est un BTS. Je choisis de faire une licence en gastronomie. La licence s'est très bien passée, j'ai adoré. Et puis au final, j'ai continué en master. J'ai adoré le master, j'ai rencontré des personnes avec qui je suis encore amie aujourd'hui. Et je pense que ce sont des amitiés qui vont durer. Et puis, le master en question, je l'ai effectué en alternance. Donc dans une grosse entreprise qui fait de la restauration collective. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, la restauration collective, ce sont donc des restaurants d'entreprise, ce sont des hôpitaux, des maisons de retraite, généralement ce qu'on appelle les cantines, mais en fait il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses dedans. Et je me suis dit, pourquoi pas, honnêtement, ça peut être intéressant, et puis ils ont fait partie de ceux qui m'ont répondu. Donc j'ai commencé une alternance chez eux en tant qu'apprenti chef de secteur. Donc je ne vais pas donner le nom de l'entreprise en question. Apprenti chef de secteur, donc il s'agissait de gérer un périmètre donné avec 5, 10, 15, peut-être 20 restaurants d'entreprise selon la taille des restaurants en eux-mêmes. Donc ça c'était très, très formateur en termes de management, parce qu'on travaille avec plusieurs équipes, en termes de gestion également. Donc, j'ai appris beaucoup de choses là-dedans. Mais encore une fois, je ne me sentais pas hyper à l'aise là-dedans, compte tenu du fait que ma dernière année d'alternance, donc en Master 2, ne s'était pas hyper bien passée. J'avais changé de maître d'apprentissage, l'autre était un petit peu, comme on dit, marche ou crève. Donc clairement, je ne me voyais pas du tout rester dans cette entreprise-là. Et puis ça s'est terminé. Là, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu continues dans ce secteur, dans ce milieu ?
Et clairement, la réponse était non. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je pense qu'on est pas mal, une fois qu'on a terminé nos études, à se poser des questions. Est-ce qu'on reste vraiment dans le secteur dans lequel on est, pour lequel on a été formé, ou est-ce qu'on choisit d'aller vers autre chose? Donc par défaut, forcément, on va suivre la voie qu'on a empruntée, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui, une fois qu'ils ont travaillé 2 ans, 3 ans, se disent mais en fait, c'est pas du tout un milieu qui est fait pour moi. Honnêtement, je vais peut-être penser à faire une reconversion. Je tenais un blog à l'époque sur lequel je parlais beaucoup de restaurants dans lesquels j'avais été. Donc j'aurais aimé être critique culinaire, mais bon, ça c'est assez compliqué de le devenir et puis d'être reconnu dans le milieu, mais ce n'est pas impossible, il y a certaines personnes qui l'ont fait. Donc voilà, je faisais mes petits articles, j'aimais beaucoup écrire, j'aime toujours écrire d'ailleurs. Donc je me suis dit, allez, je vais créer mon petit blog. J'ai tenu ce blog pendant 4, 5 ans. Il est toujours en ligne d'ailleurs aujourd'hui, mais il n'est plus autant alimenté qu'avant. Donc j'y parlais donc des restaurants et puis d'autres choses. Donc je me suis dit, étant donné que j'aime tout ce qui a trait à Internet, forcément notre génération passe du temps sur les réseaux sociaux, je me suis dit, mais pourquoi pas aller vers quelque chose comme ça, qui allierait médias technologiques, donc la tech en elle-même, en général, et puis ce pourquoi j'ai été formée. Donc la restauration. Donc, je me suis mise en tête de refaire un autre master, parce qu'en France, on aime beaucoup les diplômes, donc refaire un autre master, apprendre justement des notions de tout ce qui était un peu marketing web, communication digitale, et puis voir si je pouvais travailler dans une entreprise qui alliait les deux. Bon, ça a un petit peu loupé, j'ai pas réussi à trouver une alternance à temps pour pouvoir continuer dans ce master-là, qui en soi c'était une formation où je pouvais entrer directement en M2. Et puis c'est un peu tombé à l'eau. Mais coup de chance ou persévérance, je ne sais pas ce que c'est. J'ai postulé dans une start-up qui était à l'époque un Deliveroo pour entreprise. Et j'ai été prise. J'ai été embauchée en tant que créatrice de contenu. Donc en fait c'était une place de marché qui mettait en relation donc, des entreprises et des traiteurs. Ça s'est très bien passé, j'aimais beaucoup l'environnement. Bon, après, il y a des choses, ça va, ça vient, voilà, comme dans toute entreprise, il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on aime un peu moins. Mais voilà, j'ai passé 1 an dans cette entreprise, mais malheureusement, le Covid est arrivé, donc en 2020, et l'entreprise a été dans l'obligation de fermer. Licenciement économique. Et puis donc je me suis retrouvée encore dans cette situation où un peu plus d'1 an auparavant je me disais mais vers quoi est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, pourquoi pas postuler dans d'autres entreprises pour refaire plus ou moins la même chose, mais je pense que j'avais fait le tour au bout d'1 an, et puis j'avais peut-être envie d'acquérir d'autres compétences aussi. Je discutais avec quelqu'un de cette start-up-là qui m'a parlé du wagon. Donc le wagon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un organisme de formation qui fait des bootcamps pour apprendre à coder. Donc ce sont des formations qui durent 2 mois et demi, 3 mois, où on y vit vraiment code de manière intensive, de manière très très intensive. Le matin, on arrive, on a des cours jusqu'à 11h30, donc on nous apprend plein de concepts, plein de techniques, enfin vraiment des cours quoi. Et l'après-midi, on a des exercices où on va appliquer tout ce qu'on a appris dans la matinée. Et à chaque nouvelle journée, on apprend de nouvelles choses et on réapplique avec ce qu'on a appris la veille, puis les jours précédents. Donc c'était super comme expérience, vraiment, c'était super, j'ai adoré. Et pareil, j'ai rencontré des gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Et donc j'ai terminé le wagon en me disant on va continuer dans le développement. Alors il faut savoir, petit retour en arrière, il faut savoir que le développement, j'avais commencé à m'y intéresser à peu près 2 ans auparavant. Donc j'allais sur Open Classroom, j'essayais d'apprendre les bases en fait, HTML, CSS, un petit peu de JavaScript. Et dans le deuxième master que je voulais faire, on avait aussi des cours là-dedans en fait, dans le développement. Donc quand j'ai terminé le wagon, j'ai commencé à chercher des postes en tant que développeuse junior. Ça a loupé, malheureusement. Le développement vraiment... Alors, un bootcamp, en fait, on vous apprend les bases et on vous donne les outils. En tout cas, de mon expérience, on vous donne les outils pour pouvoir continuer à apprendre, en fait,
derrière. Donc, au bout de 3 mois de formation, forcément, on n'a pas le même niveau que quelqu'un qui a fait une école d'ingé ou qui a commencé à toucher un petit peu au développement sur les 3, les 4 dernières années. C'est logique. Donc, je ne trouvais pas de poste. Les entreprises sont un petit peu frileuses. Donc, même si le métier des développeurs est quelque chose qui est très demandé aujourd'hui, il y a beaucoup trop de juniors par rapport au nombre de places qui sont disponibles, et en fait on recherche des personnes qui sont un petit peu plus expérimentées. Donc j'ai très vite abandonné cette idée, et puis de là forcément j'ai eu un peu un sentiment d'échec, parce que je me suis dit mais bon sang, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? J'essaie de retomber sur mes pattes à chaque fois, mais là ça ne va pas, je m'y prends mal. Mais c'est pas grave, j'avais été un petit peu mordue. Le monde du web, le monde du développement, le monde de la tech et puis des logiciels, la création de logiciels m'intéressait de plus en plus. J'avais de plus en plus d'intérêt pour ça, et je m'y sentais beaucoup plus à l'aise qu'en restauration. Même si la restauration, vraiment, je vous le dis, c'était à la base un choix de passion, entre guillemets. Donc, j'ai continué comme ça, et puis du fait du licenciement économique, j'étais chez Pôle emploi. Donc, mon conseiller Pôle emploi m'a parlé du métier d'analyste qualité. Pendant le wagon, on avait été justement sensibilisé aux tests, parce qu'un développeur se doit de tester son code. C'est logique, il fait ce qu'on appelle des tests unitaires. Mais il y a vraiment des personnes qui sont spécialisées là-dedans, donc qui vont tester des systèmes entiers. Et donc, c'est comme ça que j'ai entendu parler du poste de QA, donc analyste qualité / ingénieur recette. J'étais séduite parce que c'était moins technique que ce que demande le développement, et je me suis dit, écoute, pourquoi pas. Donc de là, il a fallu que je trouve un employeur, donc une formation. La formation avait déjà été repérée, et donc il fallait que je trouve un employeur, parce que pour pouvoir intégrer cette formation-là, il faut signer une promesse d'embauche. C'est une formation qui dure 3 mois. Donc, je me suis mise en recherche d'entreprise. Je pensais que ça allait être impossible de signer une promesse d'embauche et de dire à l'employeur, écoutez, vous m'embauchez, et puis vous attendez 3 mois que je termine ma formation, puis ensuite je serai là. En fait, ça marche comme ça pour beaucoup de personnes qui font des reconversions en tant qu'analyste qualité. Ça fonctionne comme ça. Donc les entreprises qui emploient les analystes qualité, il y en a beaucoup qui sont ESN, donc entreprises du service numérique. Donc on parle d'entreprises comme Capgemini, Alten, Altran. Et ces entreprises du service numérique vont en fait avoir une flotte de consultants qu'ils vont envoyer chez des clients finaux. Donc, écoutez, j'ai fini par trouver. J'ai été embauchée chez Altran, qui est du coup devenu Capgemini, enfin, qui a fusionné avec Capgemini plutôt. Et puis, c'est comme ça que je suis devenue analyste qualité. Ça se passait très bien, donc j'ai appris beaucoup. Vraiment, j'ai appris beaucoup. Pendant une année entière, je continue d'apprendre. Et au bout d'un an, en fait, mon test lead est parti. Il a changé d'entreprise, donc on m'a proposé de le remplacer en tant que test lead. Et c'est comme ça que je suis arrivée au poste auquel je suis aujourd'hui. Donc la suite, c'est de continuer à développer mes compétences. Et puis pour ce qui est du rôle que je ferai plus tard, ça c'est encore en cours de réflexion. Mais voilà un petit peu mon parcours. Et ce qui m'a amené en fait au pourquoi du comment j'ai décidé de créer ce podcast, c'est la perception du métier de QA en fait dans le milieu. J'ai envie un petit peu de changer l'image. Déjà de faire connaître ce métier, et puis de faire changer cette image, parce que j'ai un peu l'impression que les QA sont laissés pour compte. Étant donné que ce sont des métiers qui ne nécessitent pas énormément de compétences techniques, si on fait la comparaison entre un développeur et un QA, on va partir du principe qu'un développeur est un ingénieur, il trouve des solutions à un problème donné, et en fait un QA, entre guillemets, se contente d'appliquer bêtement ses tests, et puis voilà quoi. Sauf que ce sont des métiers qui ont une énorme valeur ajoutée sur un logiciel. Sans test, c'est très compliqué de pouvoir sortir une application, de pouvoir sortir un site, de pouvoir sortir un logiciel, quel qu'il soit, parce qu'il y a des risques derrière. Il y a des risques financiers qui peuvent être énormes.
Et selon les secteurs, il peut aussi y avoir des risques humains. Une voiture qui devient folle et commence à faire n'importe quoi parce qu'il n'y a pas eu assez de tests, ce sont les vies en fait des conducteurs qui sont en jeu. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast, changer un petit peu les mentalités. Et puis c'est aussi un métier qui gagne à être connu. Si on ne m'en avait pas parlé, je pense que je n'aurais jamais eu l'idée de m'y diriger. Je me doutais bien qu'il y avait des personnes qui testaient des trucs, qui testaient les logiciels, mais je ne pensais pas que c'était un métier où il était possible de faire carrière. En France, c'est vraiment méconnu. Outre-Atlantique, c'est le cas. Aux États-Unis, au Canada, au Maghreb, beaucoup. Mais en France, c'est pas du tout un métier que les gens connaissent. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Écoutez, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'en faire part sur LinkedIn, donc Nankeda Touré-Chauvin, je le mettrai dans les liens du podcast, ou sur TikTok, Calisti Podcast. Voilà, tout simplement. N'hésitez surtout pas à mettre une note si ça vous a plu, à mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez, Apple Podcast en premier, un petit 5/5, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis au prochain épisode.